Oh bah, on peut faire beaucoup de choses sur confiture de sureau. Oui, 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 bien sûr. Avec le code et avec le frein. Stage, on arrive à voir la manifestation. Très vite, hein, et quelques mots. Simplement évoquer pour vous ce qui m'est arrivé de rappeler en aparté 2 ou 3 fois là ici même, à quelques personnes. La rencontre que j'ai eue avec Pascal, je l'ai rencontré en fait à Fès dans le cadre du festival de culture soufie où je suis intervenu 4 ou 5 fois sur certains points techniques concernant le soufisme. Il faut dire que c'est un festival superbe qui a lieu à Fès tous les ans, au mois d'avril, au printemps, et vraiment à la fois où ça travaille. Voilà, ça travaille pendant des heures, dans un lieu absolument magnifique. Ça se tient dans un très beau palais du 19e siècle, le palais Batra, qui comporte un magnifique jardin, un jardin de tradition andalouse, parce qu'en fossé, c'est-à-dire que les patios et les galeries latérales, parce qu'il y a 2 patios qui sont séparés par une galerie qui fait peut-être 80 mètres de long, sont en hauteur par rapport au jardin. Et d'une certaine manière, ce fossé fait que le promeneur peut, s'il le souhaite, parce qu'il y a moyen aussi de se promener arrêt de jardin, peut être à la hauteur des frondaisons. Donc on peut être à la hauteur des racines en marchant et des troncs, ou à la hauteur des frondaisons. Et ça, c'est une invention ce type de jardin a été créé au XIe siècle à Séville, à l'époque donc arabo-berbère d'Al-Andalus, de l'Andalousie. Et on s'est retrouvés un matin dans la même séance de travail, je l'ai entendu, ça m'a intéressé, ça m'a saisi, d'autant plus que j'ai vu une grande proximité d'approche, ce que j'appelle finalement la poétique et l'esthétique de la traversée, ce qui produit du transculturel, c'est-à-dire déborder et circuler de par le monde à travers les cultures. Et saisi par autre chose, c'est que personnellement, je travaille dans tout ce que je fais, que ce soit dans mes émissions, dans mon enseignement, dans ma poésie, dans mes écrits multiples de réflexion ou théorique ou de création. Je travaille beaucoup sur l'ancien, sur les traditions, mais dans une transfiguration qui est à la recherche de formes nouvelles, c'est-à-dire quelque chose qui se veut être un entretien avec les morts, avec les anciens, qui peuvent parfois avoir des millénaires, et en même temps être en quête de l'aventure de la forme. La forme n'est pas donnée. Et tout cela, je le retrouve chez Pascal, et ça, je trouve ça assez fantastique. Alors, la vraie rencontre a eu lieu, non pas pendant cette séance de travail, une journée après, où on s'est croisés par hasard dans les rues de Fès, et là, on n'a pas allé. Là, on s'est reconnus, on n'a pas allé. Donc, entre 2 portes, devant, chez un buraliste, je crois. Et donc, là, donc, la discussion m'a animé un peu plus, et c'est là où j'ai pris la décision de le recevoir dans mon émission. Il m'a dit qu'il avait une exposition qui devait se tenir en Île-de-France, juste à côté de Paris, dans un lieu marqué historiquement par l'impressionnisme, donc par la peinture. On a pris rendez-vous, je devais aller le voir dans son atelier, mais finalement on s'est rencontrés dans l'exposition. Et lorsque j'ai vu l'Éden, évidemment, immédiatement, je lui ai parlé de ce que Francis était en train de préparer, ce pourquoi j'étais invité, ce pourquoi nous sommes ici tous ensemble. Et quand je lui ai parlé des rencontres de Braque, là, saisissement, mais je suis de la Gueule. Alors vraiment, tout cela est une... Pas de la Gueule, je dis pas oui. souvent. Je suis pas de... Oui, ta grand-mère est à la Gueule, enfin tu es de l'Aveyron, quoi. C'est ce que tu m'as dit, oui, c'est ça. Puis Montet est un nom d'ici, je crois. Oui. Voilà. Il m'a rappelé un autre Montet très très fameux dans l'histoire de l'orientalisme, hein, Vincent Montet, qui était un homme extraordinaire que j'avais connu et qui était un des grands orientalistes français et qui est maintenant décédé. Et puis de ces orientalistes profondément arabophiles. C'est ça qui est très important, parce que
l'orientalisme est problématique. Parfois, on se trouve face à des orientalistes qui sont dans la détestation de leur sujet d'étude, et ça, c'est très surprenant, mais enfin, ça arrive. Voilà. Lui, ce n'était pas le cas pour ce Montet-là. Et lorsque j'ai vu l'exposition, en plus, j'ai été saisi partout, parce que Médée, c'est une de mes passions, Héliogabale, c'est une de mes passions. Le roman d'Artaud m'a absolument fasciné quand je l'avais lu. Et puis le personnage lui-même, historique, ce personnage d'origine syrienne, qui est devenu empereur, un des empereurs qui disposait du pouvoir absolu et qui l'a exercé dans la folie qui était la sienne, allant de l'excès. Voilà, donc tous ces éléments. Et puis bon, quand j'ai vu cette œuvre, j'ai constaté que c'est le type même de l'œuvre qui peut représenter l'imaginal, tel que j'en ai parlé ce matin, vers lequel donc s'oriente la condensation, le déplacement, parce que c'est des choses qui viennent de multiples lieux, qui sont déplacés, qui sont rassemblés par principe de condensation, et du fait que ces déplacements condensés en un même espace de représentation créent par leur proximité une forme de surdétermination qui donc étend et élargit l'horizon du sens. Et le fait que ce soit très fort, me semble-t-il, et dense, c'est que tout cela est aussi autobiographique. Les lieux sont visités, les lieux qui se trouvent là sont médités, et puis ça crée cette espèce de colline un peu mythique, en somme, hein, donc un Éden plausible, fragile, rude, tout d'austérité, mais qui grouille d'expériences qui toutes se coltinent, je dirais, la question de l'impossible, hein, le possible dans l'impossible, je pense. Hein. Et tout cela, voilà, me parle au plus haut point. Si vous voulez approfondir cette relation que nous avons, Pascal et moi, vous pouvez aussi vous référer à l'heure que nous avons donc passée ensemble. Mon émission n'est pas une émission d'entretien, c'est une émission de conversation au sens du XVIIIe siècle. Et donc il y a eu une conversation entre Pascal et moi dans le cadre de cette émission. Voilà. Merci. Bravo. Bonjour. Alors, tu parlais de conversation, eh bien, en fait, c'est... Pardon, tu peux pousser un peu. Je peux pas, un peu plus fort. Donc, tu parlais, Abdelwahab, de conversation. Eh bien, le projet de cette rencontre qui s'appelle Tentative d'Éden retrouvée avec Michel Brass et Violaine Colas est né en fait de conversations, d'abord avec Violaine Colas, il y a longtemps, et d'un projet éditorial, l'idée de faire un livre qui fasse dialoguer des savoir-faire, un rapport au monde qui passe par le goût, et par l'odorat, qui sont deux sens qui sont beaucoup moins honorés que les autres et qui nous permettent eh bien, d'atteindre des sommets de plaisir, de désir, de volupté, et c'est un moyen aussi d'atteindre l'Éden. Alors, Emmanuel, une remarque qui va dans le sens de ce que Oui. tu veux dire, qui Oui. peut être utile. Le mot chez les soufis qui désigne l'expérience intérieure, c'est le mot d'awq, qui veut dire saveur. Merci d'aller dans ce sens. C'est un projet éditorial qui est né au sein de Galahad, la maison d'édition que je dirige, mais il y a déjà longtemps. Et comme tous les projets éditoriaux, quand on a des éléments, mais on n'a pas tout, on a une idée, on a un fil, et puis on attend le kairos. C'est l'opportunité, le moment opportun. Et le kairos, il s'est présenté au cours des conversations avec Violaine, et puis au cours des conversations avec Francis, puisqu'il me parlait de l'Éden. Vous avez vu que j'avais des liens comme ça avec plusieurs choses liées au goût ou aux saveurs et donc au parfum. Et donc je lui ai dit, écoute, puisque Michel Brass est dans la région, ce serait une belle idée de confronter un chef et un nez. Et donc ce sont Violaine Colas qui est un nez, qui est un jeune nez,
experte dans le domaine de la parfumerie et qui travaille pour Man, a rencontré Francis et la rencontre s'est faite au-delà du livre, c'est déjà monté cette collaboration, cette idée d'un entretien. Et dans ce cadre, comme il est très difficile de parler des parfums, des saveurs, ce sont des choses un peu particulières parce qu'on les connaît, mais elles sont... il y a un rapport à l'intime et à la fois à l'expérience, à la nature, mais aussi à tout ce qu'on construit avec sa propre mémoire. Créer un parfum et sentir, c'est aller toucher les autres, mais toucher les autres en n'étant plus là pour voir qu'on les a touchés. Sentir, c'est toucher quelque part, c'est toucher de loin. Donc c'est quelque chose d'assez irrationnel. Et donc, Violaine a demandé à sa société, la société Man, dont je vais dire un mot, s'il était possible, et ils se sont arrangés avec Francis pour concrétiser un petit peu cet entretien, et qui sera aussi la matière d'un livre, sans doute, par des photos. Alors, ce sont ces photos que vous avez tout autour, qui sont doubles. Ce sont des photos artistiques qui ont été données par Man pour illustrer les sources d'inspiration qui permettent d'atteindre l'Éden. Alors, je ne vais pas vous les commenter là tout de suite, puisque c'est avec Violaine que nous les commenterons jeudi soir, mais cela illustre en effet son rapport au monde et au parfum. Et la seule chose que je sais, c'est que celle-ci représente l'Éden retrouvé. C'est tout ce que je sais. Alors, un mot sur Man. La société Man est une société française, indépendante. C'est la première société française et elle s'est bâtie autour de Grasse. C'est la 5e génération est en train de se mettre en place. Et donc, il est bon aussi de mettre en parallèle des savoir-faire français et des expériences créatrices fortes qui sont aussi ce que nous sommes. Voilà. Merci et à jeudi alors. Merci. Oui, alors c'est que très brièvement, pour ceux qui arrivent après, en tout cas parce que sinon il y en a plein qui auront déjà entendu ce que j'ai dit. D'accord, donc les deux portraits sont à droite, celui qui est à ma droite, celui du poète perse qui a célébré le vin et la rapidité de la vie avant de mourir, donc qui est Omar Khayyam, mais dont le modèle n'est pas Omar Khayyam réellement, puisqu'il a vécu au IXe siècle. Et ici, le moine de L'amour et autres démons du roman de Gabriel García Márquez. C'est un portrait qui a été montré dans le monastère à Carthagène, en Colombie, dans le lieu qui a inspiré l'écrivain Gabriel García Márquez. Au fond, donc, c'est l'Éden par rapport à la thématique de la rencontre. Et donc, très rapidement, comme je disais tout à l'heure, c'est une sorte de tour de Babel de ville sous la neige. Toute la neige, toutes les montagnes viennent d'Olbrac et d'autres détails à l'intérieur. C'est un travail donc presque de miniaturiste que j'ai fait pendant 1 an et demi, où j'ai essayé de reconstruire une ville pour des réfugiés spirituels. Voilà, c'est à peu près l'histoire que moi je me suis racontée. Et donc tous les jours, je venais poser une architecture, je posais un personnage, 2 personnages que je construisais en peinture, en dessin, en photographie, et que je composé ensuite sur l'ordinateur avant de le faire tirer sur ce papier. Voilà. Donc c'est une sorte de grande tour de Babel, de la pluralité de toutes les pensées. Donc l'hindouisme, la pensée d'Occident, le christianisme, l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, et toutes les sortes de pensées. En fait, c'est une superposition, pas une fusion. C'est-à-dire que moi, je sais à peu près où les choses se trouvent. Et voilà. Donc ça vient beaucoup de mes... Alors ce que disait Abdelwahab Medeb tout à l'heure, c'est que tous ces éléments ont été photographiés en Inde, où j'ai longtemps vécu, en Iran, en Turquie, en Israël et au Japon, principalement, et en Aubrac, donc en France en tout cas, mais en Aubrac également. Et donc c'est un montage d'éléments photographiques qui ont été puisés sur la planète à travers ou les voyages, ou également les moments où j'ai vécu à l'étranger, donc en Iran principalement et en Inde.
et au Bangladesh. Voilà. Merci en tout cas pour votre attention. En fait, moi j'ai fait des quartiers, c'est-à-dire que là je sais que c'est la mosquée, ça c'est la cathédrale, ça c'est le bouddhisme et l'hindouisme, ça c'est le judaïsme, et les japonais, beaucoup. Mais par exemple, tous ces murs, c'est simplement des livres de chez moi, des livres de poésie. J'ai photographié à Ispahan, en Inde, en Chine, sous la neige. Mais ça, par exemple, je l'ai construit à partir de briques que j'ai photographiées à Albi et que je transformais en tour de Babel. Voilà. Mais la photographie de base, c'est Albi, tout simplement. Et que je transforme ici quand on va dans les palais perses. Voilà. En fait, je transforme tout, je prends du matériau et à partir du matériau, je retransforme tout. Voilà. Je superpose les choses. Ça, c'est l'Aubrac aussi. Et toutes les montagnes sont en Aubrac. Alors tout le monde me dit que c'est l'Aubrac qui est moins déformé, mais moi je l'ai transformé. Voilà. C'est moins pentu l'Aubrac, j'imagine, mais ça a été pris des Aberrados. Voilà. Et la neige vient de l'Aubrac, partout. Quand il y en a beaucoup, c'est à Aubrac, et quand il y en a moins, c'est aux Aberrados. Voilà. Tout récemment, avec la création de la Maison de l'Aubrac, a été transporté ici, ce qui était un véritable défi, mais qui a été un défi relevé et gagné par Francis Noiriga et ses équipes, puisqu'il est entouré également d'équipes. Le tout dans la perspective aussi du développement du PNR, du parc naturel régional, qui se met en place, puisque vous avez vu qu'il y a sur la place du village une antenne du PNR maintenant qui est parfaitement visible. Le projet est piloté par la région Midi-Pyrénées, qui en a, c'est interrégional et européen, mais c'est la région Midi-Pyrénées présidée par Martin Malvy qui préside aux destinées de l'avancement de ce projet. Dans ce projet, il y a une charte culturelle qui est importante et tous les acteurs culturels du plateau ont leur place dans ce PNR. Nous y serons, nous en ferons partie d'une manière ou d'une autre. On ne sait pas trop encore puisque c'est en cours de définition et d'élaboration. Mais tout ce qui se fait là est en synergie. Et par exemple, effectivement, Francis Noiriga, dont vous avez la biographie dans le document et le texte qu'il a écrit dans le document de présentation qui vous a été remis, qui est un ingénieur du développement par ailleurs, qui habite à Aubrac et qui a accompli quantité de missions nationales et internationales, qui est un grand savant, auteur d'une flore aussi de l'Aubrac. Francis Noiriga contribue par son énergie à ce que tout effectivement puisse aller dans ce sens. Et quand je lui ai demandé de nous libérer cet espace qui n'est pas une galerie, vous le voyez bien, il a accepté immédiatement. Je l'en remercie chaleureusement et je vous demande de l'applaudir. Donc je crois qu'il ne faut quand même pas rajouter trop. Par contre, je me contenterai de vous signaler qu'après les journées, quand vous aurez un peu plus de temps, vous pourrez, par l'intermédiaire en passant par la Maison de l'Aubrac, avoir la possibilité de visiter le jardin botanique et, entre autres, précisément les plantes à saveur ou à odeur. Et là, vous en trouverez au moins une bonne vingtaine qui ne sont pas sans intérêt. Vous ne trouverez évidemment pas, malheureusement, la narcisse, parce qu'il y a longtemps qu'elle a disparu, au point de vue saison, mais il y a quand même encore énormément de plantes à saveur, dont beaucoup sont d'ailleurs utilisées régulièrement pour parfumer notamment des desserts, voire des plats, et en particulier par Michel Brasse. Violaine Collat vous fera une révélation à propos de la narcisse jeudi. Je laisse à Violaine Collat le soin de s'exprimer sur la narcisse. La dernière chose, c'est rappeler que la flore d'Aubrac est considérée comme une des flores les plus exceptionnelles d'Europe, tout simplement.